Alors, donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on est là pour discuter de solutions performantes et donc du chauffage au bois. Donc, c'est un apéro webinaire. Les apéros webinaires sont une version dématérialisée de nos apéros rénaux. Donc, c'est un format qui consiste en un échange entre un professionnel engagé dans une démarche de qualité avec le grand public. Voilà. Donc aujourd'hui, on va pouvoir recevoir Clément Saval, qui est thermicien, spécialiste du bois énergie et installateur d'énergie renouvelable chez le particulier. Je ne sais pas, est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus en détail, Clément? Alors, on ne t'entend pas. C'est Ouais, bon. je venais juste de perdre la connexion, excusez-moi. Ah, Bonjour, Clément Saval, si vous me voyez bien. Je suis artisan dans une entreprise de chauffage. Je reviendrai sur nos activités tout à l'heure, mais on travaille avec la LEC de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis maintenant presque 3 ans, je crois, notamment dans le chauffage au bois. Notamment dans le chauffage au bois. d'accord, merci. Donc, avant de commencer, je vais très rapidement présenter un petit peu nos activités. Voilà, donc nous, on est l'Alexki, l'agence locale énergie climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, on est membre du réseau Flamme, qui est un réseau d'une quarantaine d'ALEC. Notre objectif commun est de promouvoir et d'accompagner la transition énergétique. Voilà, et donc de lutter également contre le changement climatique. Pour ce faire, on divise notre travail en 4 missions principales. Donc, d'un côté, on conseille et on accompagne aussi bien les particuliers que les particuliers en copropriété, que les collectivités et que les entreprises, notamment du petit tertiaire. Donc, on a des offres d'accompagnement sur la maîtrise de l'énergie. Et de l'autre côté, on a également une activité d'information et de sensibilisation du grand public, des scolaires et des professionnels. Donc ça passe par différents ateliers thématiques, l'organisation de conférences. On organise également différents défis, donc les anciens défis des familles à énergie positive, qui s'appellent aujourd'hui les défis déclic. On a également le défi zéro déchet et le concours de la maison économe pour ce qui concerne plus les rénovations de bâtiments. Voilà. Donc pour ce qui est de notre activité de conseil aux particuliers, notre démarche vise à proposer un accompagnement sur les aspects techniques et financiers des projets. Donc, on est financé principalement par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et par l'Île-de-France, la région, et plus localement également par Saint-Quentin-en-Yvelines, par le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, par Rambouillet Territoire et par Versailles Grand Parc. Et donc, nous sommes financés pour pouvoir proposer un accompagnement de façon neutre, gratuite et indépendante à tout un chacun. Voilà. L'ALEC porte également la plateforme Repère Habitat, qui est la plateforme de rénovation énergétique en Sud-Yvelines. Donc voilà, elle est ouverte gratuitement aux particuliers. Vous pouvez vous inscrire sur www.repère-habitat.fr. Et donc cette plateforme vise à proposer un accompagnement plus approfondi, notamment par l'attribution d'un conseiller référent qui suivra votre projet du début à la fin. Et donc cet accompagnement passe notamment par la mise à disposition d'un annuaire d'artisans engagés dans une démarche de qualité à nos côtés, voilà, dont Monsieur Saval fait partie. On a également une activité de suivi de consommation après travaux. On aide également à l'analyse des devis, voilà, différentes choses. Notez simplement que pour l'instant, la plateforme est accessible uniquement aux habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, de Versailles-Grand Parc et du PNR de la Vallée de Chevreuse. Voilà. Donc, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, pardon, avec le chauffage au bois. Et avant de donner la parole à Monsieur Saval, je vais vous présenter un petit peu rapidement voilà, les points d'attention pour penser son installation. Donc, pour commencer, un petit tour d'horizon des systèmes de chauffage.
Donc, avant toute chose, sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution de chauffage, hein. Il existe différentes solutions à adapter selon le contexte. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'en revanche, il existe différents types d'appareils de chauffage. Donc, vous avez des appareils indépendants type poêle qui sont souvent utilisés en appoint d'un chauffage principal. Puis, vous avez d'autres appareils qu'on appelle les appareils de chauffage central qui, eux, visent à fournir de l'eau chaude sanitaire et à chauffer de l'eau pour alimenter un réseau de radiateurs ou de planchers chauffants, par exemple. Donc, comme vous pouvez également le voir, il existe différents types de combustibles. Certains sont décriés pour leur bilan carbone, comme le fuel notamment, et d'autres, comme le bois, sont considérés comme des énergies renouvelables. Donc, on ne peut que, en tant qu'ALEC, vous inciter à vous orienter le plus possible vers les énergies renouvelables. Donc, voilà, quel que soit le système de chauffage que vous choisirez, il doit être adapté aux besoins de chauffage de votre habitation. Et donc, avant toute chose, je vais vous montrer une petite vidéo de l'agence Qualité Construction, voilà, qui vise un petit peu à expliquer le pourquoi du comment il faut adopter une approche globale avant de son habitation, avant de se pencher sur la question de son système de chauffage en particulier. Voilà. Alors, je vous lance ça de suite. En rénovation, les maîtres d'ouvrage peuvent être amenés à réaliser les travaux de leur logement, soit par lot individuel, soit par bouquet de travaux, qui peuvent être menés en une ou plusieurs étapes. Chaque rénovation est unique et doit être traitée au cas par cas, mais de façon générale, il est recommandé de travailler en priorité sur l'enveloppe et sur la ventilation avant d'intervenir sur les équipements de chauffage qui devront être adaptés aux nouveaux besoins. Lors de l'intervention sur chaque lot, il est également recommandé d'avoir une vue globale du bâtiment à rénover en le considérant comme un système de composants, menuiserie, équipements, parois opaques liés entre eux par des interfaces et interactions. Cette approche systémique est un moyen optimal pour atteindre le confort et la performance thermique recherchée, tout en préservant la qualité sanitaire et l'acoustique du bâtiment. Le changement du système de chauffage intervient idéalement après l'isolation de l'enveloppe. Son dimensionnement se calcule en fonction de la performance de cette dernière et du type de VMC utilisé. Lors de ce changement, il est important de traiter l'interaction enveloppe-chauffage pour pallier notamment le surdimensionnement des générateurs de chaleur après isolation. En effet, l'isolation de l'enveloppe, en limitant les pertes thermiques, contribue à diminuer les besoins de chauffage du bâtiment. Le système de chauffage doit donc être adapté aux nouvelles caractéristiques thermiques de l'enveloppe rénovée pour éviter un surdimensionnement. Si cette interaction n'est pas correctement traitée, le fonctionnement de la chaudière peut se voir dégradé, entraînant ainsi des phénomènes de surchauffe et une surconsommation. Pour éviter cela, il est possible d'installer un ballon tampon afin de réduire les phénomènes de court cycle ou de remplacer l'équipement par un générateur de chaleur dont le dimensionnement est adapté aux nouveaux besoins. La conservation de certains systèmes à combustion peut s'avérer incompatible avec l'amélioration de l'étanchéité à l'air du bâtiment et conduire à un risque sanitaire important. Avant rénovation, le bâtiment n'est pas étanche à l'air et l'apport d'air comburant se fait via les infiltrations. Lorsque l'on améliore l'étanchéité à l'air du bâtiment, ces infiltrations vont disparaître et l'apport d'air initial ne se faisant plus, un risque de mauvais fonctionnement des systèmes à combustion peut survenir. Ce risque peut être aggravé si le bâtiment est en dépression, notamment lors de l'utilisation d'une hotte d'aspiration. Il peut en résulter une inversion du tirage avec des retours de fumée dans l'ambiance, ainsi qu'un risque de combustion incomplète avec production de monoxyde de carbone. Pour assurer le bon fonctionnement des systèmes à combustion dans les bâtiments étanches, il faut choisir des équipements munis d'amener d'air externe propres à l'appareil. En résumé,
Lors du changement ou de la conservation d'équipements effectués dans le cadre d'une rénovation thermique, il faut être particulièrement vigilant à l'interaction entre l'enveloppe et le chauffage afin de pallier le surdimensionnement des générateurs de chaleur, d'assurer l'alimentation des systèmes à combustion par une prise d'air extérieure. Comme le montrent ces 3 vidéos, il est indispensable de traiter les interactions et les interfaces entre l'eau pour ne pas dégrader la performance globale du bâtiment. Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi. Donc voilà, je disais que nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. On va revenir à la présentation. Donc, comme vous avez pu le voir, voilà, avant de repenser son système de chauffage, il est important de repenser l'isolation et la ventilation de son bâtiment. Donc la logique étant que plus vous aurez une enveloppe étanche de votre bâtiment, plus vous limiterez les fuites de calories et donc vous réduirez les besoins en chauffage de votre bâtiment. Et in fine, vous pourrez donc dimensionner un appareil de plus petite puissance qui sera potentiellement moins cher à l'achat. Donc pour améliorer l'étanchéité à l'air de votre logement, commencez par vous attaquer aux postes les plus déperditifs. Donc comme vous pouvez le voir sur ce schéma à gauche de l'écran, les postes les plus déperditifs sont donc la toiture et les conduits de fumée et autres conduits de ventilation. Donc, une solution pour améliorer l'étanchéité de ces conduits de ventilation va être, de ces conduits de fumée, pardon, d'évacuation des fumées, va être de les tuber. Voilà. Et pour ce qui va être de l'isolation des toitures, donc vous pouvez isoler soit sous rampant, soit directement les planchers de comble. Attention néanmoins à utiliser des isolants inifugés pour l'isolation des boisseaux, donc de ces conduites d'évacuation des fumées. Voilà, donc ce pour des raisons évidentes de sécurité, hein, et éviter les incendies. Donc maintenant, on va pouvoir s'intéresser un petit peu au choix des équipements. Donc, pour ce qui est du choix des équipements, on voit sur ce graphique que les plus récents assurent une combustion quasi complète des combustibles, qui permet notamment d'éviter d'avoir des émissions de particules comme on avait à l'époque, notamment avec les cheminées à foyer ouvert, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc, actuellement, ces appareils sont labellisés flamme verte 7 étoiles, voilà. Donc, ce niveau de performance est le niveau de performance minimum pour obtenir des aides à l'achat de votre matériel. Donc, avoir un appareil performance, c'est bien. Avoir des combustibles adaptés, c'est mieux. Donc, au niveau du choix des combustibles, plusieurs points d'attention, voilà. Donc, assurez-vous d'avoir des combustibles qui soient pas trop humides. On parle d'un taux d'humidité entre 15 et 20% maximum, hein. N'utilisez tant que faire se peut pas de bois de récupération qui aurait été souillé ou traité auparavant. Et pour ce qui est du chauffage aux bûches, donc évitez les bûches ayant une trop forte proportion d'écorce et puis privilégier de préférence les bûches d'essence de bois feuillu dense comme le hêtre, le chêne ou le frêne par exemple. Donc, pour choisir votre combustible, bah, vous pouvez vous fier aux différents labels existants. Vous avez notamment le label Île-de-France Bois-Bûche qui vous assure donc un bois de chauffe de qualité et de provenance locale. Vous avez également des labels européens comme DIN+, qui vous assurent la qualité de votre bois de chauffe, notamment pour ce qui va être des granulés. Et puis vous avez des certifications voilà, qui là ne garantissent pas la qualité du bois de chauffe, mais plutôt la gestion durable de la forêt. Donc voilà les deux que vous pouvez voir en bas de l'écran.
Et donc, utiliser des combustibles issus de labels tels que Bois Buche Île-de-France, ça va vous permettre d'éviter d'avoir recours à des combustibles inappropriés, qui sont plus émetteurs de carbone et de particules fines. Donc, réduire ces émissions vous permettra notamment d'éviter les intoxications au monoxyde de carbone quand c'est quand si vous voulez, des appareils pas assez étanches vont émettre du monoxyde de carbone dans votre air intérieur. Et donc voilà, tant que faire se peut, tâchons de limiter ces émissions. Donc ça, pour avoir un système de chauffage efficace, vous allez devoir l'entretenir. Donc l'entretien annuel est obligatoire pour les chaudières, vivement recommandé pour les autres types d'appareils comme les poêles. Donc durant l'entretien, voilà, un professionnel qualifié va venir mesurer la qualité de votre air intérieur, vérifier l'état du brûleur, vérifier les joints d'étanchéité de votre appareil, voilà. Puis quand on parle de bois, vous avez également des obligations en termes de ramonage. Donc là, pareil, 1 fois par an et 2 fois par an si votre appareil a une consommation qui dépasserait les 10 terres de bois par an. Et donc, c'est cet entretien et ce ramonage vont vous permettre d'avoir une installation qui va durer dans la durée. Et ça va vous permettre également d'éviter d'avoir des accumulations de particules dans les conduits qui vont mener à une pollution de la qualité de l'air intérieur de votre logement, qui parfois mène également à des feux de cheminée. Et puis, ça vous permettra également de réduire votre consommation de bois pour une même quantité de chaleur produite, considérant notamment qu'1 millimètre de suie déposé dans votre conduit de fumée équivaut à une augmentation de 10% de votre consommation de bois à l'année. Ceci étant dit, donc je vais laisser la parole à Monsieur Saval qui va vous présenter un petit peu plus en détail le fonctionnement des appareils de chauffage au bois. Voilà, Clément, c'est à toi. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez. Je suis Clément Saval, donc chauffagiste dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre, une petite entreprise de chauffage où nous sommes en ce moment 3, bientôt 4. Nous intervenons un peu dans tout type de chauffage, mais nous sommes spécialisés dans les énergies renouvelables, et notamment la première pour nous qui est le bois. On fait aussi du solaire et de la géothermie, et puis depuis un peu moins longtemps du solaire photovoltaïque. On sort un peu du champ de chauffage, mais on reste dans les énergies renouvelables. Mon propos aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu le chauffage au bois, enfin, les différentes possibilités, et puis détailler un peu le principal, selon moi, enfin, dans notre activité et en chauffage en zone urbaine comme la nôtre, c'est le chauffage au granulé de bois. Voilà. Donc le chauffage au bois est... pardon, il faut que je prenne un petit peu l'habitude d'utiliser cet outil, excusez-moi. Il faut que je change de slide, je vais le faire bientôt. Avec les flèches du clavier simplement, voilà. Ouais. Donc là, je pense que vous voyez un graphe qui explique la boucle du CO2, qui explique pourquoi le bois est un mode de chauffage écologique. En fait, les émissions de CO2 du chauffage au bois sont quasiment nulles, puisque le CO2 qui est libéré à la combustion, comme dans toute combustion, on libère du CO2, il a été capté et il sera capté par les arbres lors de leur pousse lors de leur constitution. Donc en fait, on a un circuit de CO2 fermé, donc on ne produit quasiment pas de CO2 avec le chauffage au bois. Je dis quasiment pas parce qu'il faut quand même transporter le bois, il faut quand même le transformer, et c'est à ce moment-là, ces processus-là sont pas forcément d'énergie renouvelable, donc libèrent du CO2, mais de manière très très faible par rapport à la plupart des autres combustibles. Ensuite, c'est un mode de chauffage économique. J'espère que vous voyez bien ici un graphe qui exprime pour différents combustibles le coût du kilowattheure en centimes d'euros. Par exemple, le granulé est à 6 centimes du kilowattheure. Je vous ai donné quelques grands chiffres pour vous repérer, pour ceux qui n'ont pas ça en tête. Il faut 3 kWh pour prendre une douche. Il faut 300 kWh pour chauffer une maison un jour entier d'hiver froid. Et puis, en moyenne, sur une année
une maison moyennement isolée de 140 mètres carrés va consommer plus ou moins 20 000 kWh. Ce qu'on voit sur ce graphe, c'est que le combustible le plus cher, on n'a pas mis le gaz citerne. Je crois qu'il y en a quelques-uns encore dans la zone Saint-Quentin-en-Yvelines. Là, c'est le gaz qui est mentionné là à 7,3 centimes, c'est le gaz de ville. Le plus cher, donc, c'est l'électricité, à environ 16 centimes du kilowattheure. Juste derrière le fuel avec 9 voire 10 centimes. Bon, ces tout derniers mois, il a un peu baissé puisque vous savez que le cours du pétrole s'est effondré. Donc le fuel et un peu le gaz, mais surtout le fuel suit le cours du pétrole. Donc ce qu'on dit aussi en général, c'est que quand on passe du fuel au granulé, c'est souvent un remplacement qu'on fait, on va à peu près diviser par 2 la consommation, la dépense de combustible, puisque le combustible n'est pas tout à fait 2 fois moins cher, mais au passage, on améliore énormément le rendement de l'installation. Donc, en gros, le granulé, c'est 2 fois moins cher que le fuel. Et pour ce qui est de l'autre combustible bois, la bûche, là, vous voyez qu'on est encore beaucoup moins cher. Bon, c'est variable suivant les régions, c'est variable suivant la taille des bûches et c'est variable suivant le mode de livraison. Mais ça vous situe le bois forcément comme un combustible très compétitif, très économique. Donc là, je vais vous passer un ensemble de photos qui résument ce qui existe en matière de chauffage au bois. Bon, je peux en oublier quelques-uns qui sont moins répandus. J'en oublie un principal quand même, c'est la chaudière à bois bûche, mais qui est très très peu installée en région parisienne. Donc, en commençant par le haut à gauche, c'est celui qu'on connaît, c'est la cheminée. Enfin, c'est celui qu'on connaît, c'est le feu de bois par excellence pour sa beauté, pour son confort, son côté plaisant. Je vais vous la citer avant. Et là, c'est pas un très bon moyen de chauffage. Tous ceux qui ont pratiqué un peu une cheminée de bois dans une maison dans laquelle il y a qu'une cheminée de bois savent que c'est pas très confortable, dans le sens où c'est très confortable quand on est devant, on a bien chaud, mais dès qu'on s'éloigne un peu de la cheminée, on a froid. Et voire des fois, on a chaud devant, mais froid dans le dos, quand on est en face d'un feu, quand il fait très froid. Bon, pour une raison simple, hein, c'est que c'est ce qu'on appelle un foyer ouvert. Et donc, le feu, il a beau être très, très puissant, il a tendance à monter vers le conduit de fumée. Et surtout, il appelle de l'air. Pour fonctionner, il a besoin d'air. Donc, il appelle de l'air. Donc, en fait, il appelle de l'air froid qui vient du reste de la maison, voire de dehors directement. Donc, on n'arrive pas à avoir un bon confort avec une cheminée. Une première étape d'amélioration du confort, c'est ce qu'on appelle l'insert. Donc, c'est un appareil de chauffage au bois qui est inséré dans une cheminée. C'est pour ça qu'on l'appelle une cheminée existante. C'est pour ça qu'on l'appelle insert. Donc, lui, il ferme la cheminée. Et là, on a tout de suite un meilleur confort puisque on a beaucoup moins grande circulation d'air. Et puis, on a du rayonnement et de la convection autour de l'appareil. Il est prévu pour ça, hein. L'air passe autour de l'appareil et l'air froid souvent rentre en bas et sort en haut. Parfois, il est même pulsé pour envoyer l'air chaud. Donc là, on améliore le rendement beaucoup. Et là, on peut parler d'appareil moyen de chauffage. Bon, c'est un moyen de chauffage local. Ça ne chauffe que la pièce dans laquelle il se trouve. Éventuellement les pièces environnantes quand elles sont bien ouvertes, ou éventuellement les cages d'escalier quand elles sont aussi ouvertes au-dessus de l'insert. À côté, on a le foyer fermé. Alors, parfois, on confond un petit peu foyer fermé et insert. La principale différence, c'est que l'habillage du foyer, ce sera à peu près les mêmes foyers, mais l'habillage du foyer, il est créé au moment de la pose du foyer. Alors que là, on réutilise, sur la gauche, on réutilise la cheminée existante. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Bon, c'est une rénovation un petit peu importante puisque là, il faut faire de l'habillage, du placo, de la peinture, etc. Mais ça fait ça donne un fini moderne. Et on a aussi des appareils qui sont souvent plus performants que les appareils de type insert. Donc souvent, quand on a une cheminée et qu'on veut la fermer, en fait, on la fait tomber et on met un foyer fermé. C'est ce qui se passe aujourd'hui souvent. Mais quand la cheminée a du caractère, on arrive à trouver des solutions pour la fermer sans la casser. Vient ensuite sur la droite un des chauffages au bois les plus connus, c'est le poêle à bois. Donc c'est simple.
C'est très très efficace. Je pense que les gens qui ont pu en fréquenter savent que ça chauffe bien, ça donne un confort quand il est bien adapté, bien dimensionné à la pièce qu'il chauffe. Ça donne une chaleur confortable et on a toujours un plaisir du feu. On le voit là. Hein, on a quand même des belles flammes. Ce qui manque souvent par rapport à une cheminée dans un poêle, c'est le son, s'il n'y a pas de craquement de bois, etc. Voilà. Donc on passe en bas à gauche avant de passer au poêle à granulés. On voit pas bien sur la photo, mais c'est ce qu'on appelle un poêle bouilleur. C'est un poêle qui est équipé qui est presque une petite chaudière, qui en même temps qui chauffe la pièce, il peut aussi chauffer de l'eau. Donc chauffer un circuit de chauffage central, préparer de l'eau chaude. Donc en général, quand on a des installations de poêle bouilleur, le plus souvent on est en appoint d'un circuit de chauffage central classique. Bon, on pourra y revenir plus tard si vous avez des questions sur ce point pour le détailler. Monsieur Orvet, c'est bien ça, on répond aux questions à la fin seulement. Hein. Effectivement, sauf si vous préférez faire une interruption tout de suite, c'est envisageable également. Je ne sais pas dire s'il y a beaucoup de questions, je n'ai pas vu les questions, moi je vois pas. Vous voyez les questions? Il y a plusieurs questions sur le... Pour l'instant, vous avez deux questions, une sur le rendement des différentes solutions que vous proposez, et une autre qui est plus une interpellation sur un modèle qui n'est pas cité là, qui vont être ce qu'on appelle les poêles de masse. Voilà, donc on a Patrick Chombard qui nous dit certains poêles ont en complément un stockage de la chaleur par la pierre. Tout à fait. Alors, on pourra parler du rendement. En fait, parlons d'abord du rendement. Sur ce genre de foyer fermé poêle, et après tous les poêles, on est en général aux alentours de 75%, voire 80%. En tout cas, quand on a du bon bois et qu'on utilise bien le poêle, donc c'est déjà des très bons rendements. Hein. Je pense qu'un insert, ça dépend des inserts, mais on doit être à 60%, même s'ils sont déclarés plus, le fait de les implanter dans une cheminée ancienne ne permet pas forcément d'atteindre les bons rendements. Et puis une cheminée, c'est de l'ordre de, on dit souvent 20% en fait. Hein. Seulement 20% de la chaleur part dans la pièce, le reste part chauffer les oiseaux. Et quand effectivement, j'oublie le poêle de masse. Le poêle de masse, c'est un poêle qui est dans une masse, alors soit une masse préfabriquée, fabriquée sur mesure, soit préfabriquée. Donc en fait, on fait le feu dans un foyer de pierre. On a une grosse masse de pierre qui rediffuse la chaleur après doucement, voire même à plusieurs étages. Personnellement, j'en fais pas, c'est du travail presque d'artiste, hein, le poêle de masse. Il y a quelques sociétés en France qui sont spécialisées. Ça se fait beaucoup plus dans l'Est. Moi, à ma connaissance, j'en ai jamais vu en Ile-de-France. Je sais qu'il y en a, mais j'en ai jamais vu. Donc, c'est quand même un peu particulier, le poêle de masse. C'est aussi des fois le fait d'autoconstructeurs. Quand ils construisent leur maison, ils construisent eux-mêmes leur poêle de masse. C'est quelque chose qui est possible. Passons ensuite au poêle à granulés. J'aurais dû vous mettre une photo de granulés pour ceux qui n'ont pas vu. Après, peut-être vous avez vu des fois des granulés de luzerne qu'on donne aux lapins ou aux animaux. C'est la même forme. Hein. C'est des petits cylindres de 4-5 mm de diamètre et de 20 mm de long. Donc c'est ça du bois qui est des assures de bois en fait pour simplifier, qui est ensuite compressé dans une machine pour en faire des petits granulés de bois qui ont l'avantage d'être le principal avantage, c'est qu'on peut les amener automatiquement dans un foyer. C'est ça l'idée du granulé de bois, c'est d'amener du bois automatiquement dans un foyer. Parce que pour ceux qui ont des poêles ou qui ont déjà utilisé ce cheminée, vous savez très bien qu'il y a un des soucis, c'est qu'il faut amener le bois dans la cheminée et l'allumer. Alors parfois, quand c'est le week-end dans une maison de campagne, c'est très très amusant. Quand il s'agit de chauffer une maison, qu'il faut le faire matin et soir, ça devient un travail. C'est de là qu'est née l'idée du poêle à granulés. Donc en fait, sur un poêle à granulés, vous avez simplement une réserve au-dessus du poêle de 15 kg qui vous permet de tenir 1, 2 ou 3 jours suivant la dureté de l'hiver et la taille de votre maison, l'isolation de la maison. Et l'avantage de ce poêle, c'est qu'il s'allume automatiquement. C'est-à-dire que le matin, vous n'avez pas besoin de vous faire du feu quand vous vous levez. Quand vous vous levez, si c'est programmé, le feu est déjà allumé. Et en plus, il peut être équipé de thermostat
Et donc, il peut moduler, la puissance du feu module en fonction de la température dans la pièce, pratiquement comme un radiateur électrique. Ça demande un petit peu par contre d'entretien puisqu'il faut l'aspirer et le nettoyer une fois tous les 2 jours, une fois par semaine suivant les modèles. Juste à côté, ici, il a 2 images pour montrer un poêle à granulés bouilleur. Donc, c'est un poêle à granulés qui chauffe la pièce, mais en même temps, comme le poêle à bûche bouilleur, chauffe l'eau du chauffage central. Là, c'est une maison, on y reviendra peut-être plus tard, non, je crois pas, à Romainville, où c'est le seul moyen de chauffage de la maison. Donc, avec un poêle à granulés, on a un gros ballon derrière qui chauffe l'eau de chauffage et qui chauffe aussi l'eau chaude, l'eau sanitaire. C'est une petite maison, une chaudière granulée s'installait pas, donc c'était une solution pour chauffer la maison avec du bois. Et enfin sur la droite, et c'est là-dessus que je vais m'étendre un peu, c'est la chaudière à granulés. Donc c'est un peu le pendant d'une chaudière fuel, dans le sens où c'est à peu près la même taille, c'est à peu près le même principe, parce que le combustible est livré par camion ou éventuellement par sac, et est amené automatiquement dans la chaudière qui chauffe le chauffage central, l'eau chaude. Voilà. Donc c'est aujourd'hui, la chaudière granulée est beaucoup utilisée pour remplacer le fioul quand le gaz n'est pas adapté, dans le sens où pour des maisons isolées par exemple, ou des maisons qui ne sont pas raccordées au gaz, ou quand le client préfère un combustible écologique ou pour d'autres raisons encore n'a pas envie de gaz. Je crois que la slide suivante, ça va être une vidéo. Monsieur Orvet, vous m'expliquez que je la lance comme ça, c'est vous qui la lancez? Voilà, je vais pouvoir le faire alors. C'est une vidéo toute simple qui montre un peu comment ça fonctionne le chauffage à granulés. Donc on voit sur la droite un camion, on va voir un petit peu l'accès à un silo. Donc au lieu d'avoir une cuve à fioul comme sur le chauffage au fioul, on a un silo de granulés qui est alimenté par un camion qui est à peu près la taille d'un camion fioul, parfois un peu plus gros, avec un tuyau. Les granulés sont soufflés dans un silo qui est quelque part dans la maison, à proximité de la chaudière. Donc là, on voit les granulés qui arrivent dans le silo et qui remplissent petit à petit ce silo. Et on voit que le silo, il est raccordé à la chaudière par 2 tuyaux. Et ce sont des tuyaux d'aspiration. Il en faut un deuxième pour envoyer l'air. Et donc la chaudière aspire depuis ce silo les granulés une fois par jour pour après alimenter automatiquement un feu. Bon, je fais un peu de publicité parce que Ecofun, c'est eux qui ont fait la vidéo, c'est une des grandes marques de chaudières, mais il y en a d'autres. Ça simplement pour dire que les chaudières sont connectées, ont des thermostats, sont entièrement paramétrables. Donc avec une chaudière à granulés, chauffage au bois signifie confort parfait, enfin comme n'importe quel type de chauffage moderne aujourd'hui. On régule avec la température extérieure, on peut faire des abaissements jour-nuit, on règle au degré près. Donc là, on montre qu'avec une chaudière à granulés, on peut chauffer une boucle de radiateur, mais aussi des planchers chauffants. Donc, voilà, donc les sols chauffants, comme c'est montré sur la vidéo. On va attendre un petit peu. Et enfin, on précise qu'on peut coupler une installation de chauffage au bois avec des panneaux solaires thermiques. C'est un bon mariage, le bois et le solaire, puisque le solaire a toujours un peu de mal à chauffer une maison l'hiver et le bois est adapté. Donc avec ces deux systèmes, on a de l'énergie renouvelable et économique, parce que le solaire est encore moins cher évidemment que le granulé. Alors là, on enchaîne sur une autre vidéo, ça doit être YouTube qui fait ça, c'est peut-être pas la peine, merci. Avant de vous présenter quelques exemples de réalisation, je vais répondre à une question globalement qui, je pense, vous concerne tous. C'est combien ça coûte. Donc là, je vous ai mis une échelle de prix. Bon, c'est des prix indicatifs, j'ai pas voulu mettre de fourchette, mais vous imaginez qu'il y a des fourchettes autour de ces prix. Comme indiqué en bas, c'est du prix TTC, avec la TVA à 5,5, parce que la TVA 5,5 s'applique sur des systèmes de chauffage à énergie renouvelable.
sur une maison 150 mètres carrés moyennement isolée. Bon, faut savoir que la taille de la maison influe pas énormément sur le prix. Et c'est des produits fournis et posés, où on enlève les appareils existants et on tube le conduit, notamment. Donc, commençons par le bas, une chaudière à granulés complète avec le silo remplissage automatique et l'eau chaude, c'est aux alentours de 20 000 €. Après, vous avez les aides. Monsieur Hervé reviendra dessus tout à l'heure sur les aides auxquelles on a le droit pour les énergies renouvelables, surtout remplacement de chaudière fioul. Bon, sans eau chaude, on est un peu moins cher. Si on opte pour une chaudière à chargement manuel, parce qu'on peut charger les chaudières avec des sacs qui sont souvent livrés en palette, ou vous pouvez aller vous-même chercher en voiture chez un fournisseur de granulés et même en grande surface. Le stockage manuel, le stockage à chargement manuel à côté de la chaudière, en général, vous couvre pour 3 semaines de chauffe. Et puis le moins cher, c'est le poêle bûche en général. Si vous avez un conduit existant, s'il n'y a pas de cheminée à démonter, un poêle de bûche de moyenne gamme, de bonne gamme, avec le tubage, c'est à peu près 4 000 € posé. Le poêle de granulé est un peu plus cher, évidemment, puisqu'il est plus sophistiqué. Voilà. Et après, je peux vous montrer quelques exemples d'installations de chauffage au granulé de bois. Donc là, je crois qu'on est à Mareil-sur-Marly. C'est une installation qu'on a fait en début d'année. Donc vous voyez au milieu, c'est la chaudière. Sur la gauche, c'est le ballon d'eau chaude, parce que cette chaudière fait le chauffage et l'eau chaude. Et puis sur la droite, et qu'on voit sur la petite photo de côté, c'est le silo. Donc là, on est sur une chaudière à remplissage manuel. Les gens qui habitent ici ont l'intention plus tard de mettre un silo à chargement automatique, mais pour l'instant pas trop la place. Donc partent sur un silo à chargement manuel. Donc en l'occurrence, ils ont pris un silo assez grand qui permet lui de tenir un mois environ sans avoir besoin de recharger. Là, on passe sur une installation, je crois qu'elle est aussi à Mareil-sur-Marly. C'est une installation presque plus classique où on a la chaudière qui ne fait que du chauffage cette fois-ci, donc on n'a pas le ballon. Par contre, on a un silo à remplissage automatique. Alors, je ne sais pas si la qualité de la vidéo vous permet de le voir, mais ici vous avez un espèce de point rouge. C'est la bouche de remplissage. Donc il faut imaginer que le livreur il vient dérouler ses tuyaux dans le garage, que la chaudière dans le garage, et se brancher ici et remplit le silo de stockage. À droite sur l'image de droite, le conduit de fumée. Et puis ici au milieu de la chaudière, les 2 tuyaux qui vont aspirer les granulés dans le silo. Alors cet exemple-là, je vous l'ai mis parce qu'il est intéressant de compacité. On a mis la chaudière et le ballon et le stockage de granulés dans une pièce qui fait 2 mètres sur 2 mètres. Donc là, en fait, il s'agit d'une réserve sur mesure. Et vous le voyez, le client il a voulu que la réserve fasse 1 tonne, de manière à ce qu'il puisse faire livrer une palette d'1 tonne et la vider complètement dans sa réserve. Donc là, il y a une petite fenêtre et il remplit avec les sacs la réserve de granulés. Alors j'ai plein d'exemples, je pourrais y revenir en fonction de vos questions si vous voulez. Je vais peut-être encore vous montrer celui-ci. Donc ça c'est un couplage, ça a été fait dans le cadre avec l'aide de l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque c'était un particulier conseillé par l'ALEC qui est venu vers nous pour se chauffer. C'est une maison forestière à Haut-Fargis, je le dis, je pense que c'est pas secret, où on a la chaudière granulée, le ballon d'eau chaude, et puis des panneaux solaires sur la gauche, là au-dessus des vélos, j'espère que vous voyez, des panneaux solaires. Donc l'été, on peut éteindre la chaudière, et à peu près d'avril à octobre, tout est fait par les panneaux solaires. Donc d'avril à octobre, on a de l'eau chaude gratuite grâce à cette installation. Et puis là, la photo est un petit peu déformée sur la gauche, c'est vu de l'arrière de la chaudière, c'est pour essayer de voir le silo. Bon, là, on est sur un silo important, la maison est grande. Donc le silo, il permet de stocker 7 tonnes. Et 7 tonnes, c'était à peu près la consommation annuelle de la maison. Et je vous montre encore une autre installation qu'on a fait il y a un peu plus d'1 an. C'est une petite copropriété.
pour vous dire que le granulé, c'est maintenant un chauffage répandu, robuste, on peut même le mettre dans des immeubles. Et donc là, c'est une copropriété de 4 ou 5 logements qui était au fioul et qui est passé au granulé. Et la responsable du syndic me confirmait hier qu'ils ont dépensé cette année à peine 10 000 euros de granulé, alors qu'habituellement, ils dépensaient 20 000 euros de fioul. Donc eux ont réellement atteint le coefficient x2, enfin divisé par 2 de consommation dont je vous parlais avant. Tac, ça c'est particulier, c'est un silo, un stockage enterré à l'extérieur. Dans une maison, il n'y a pas beaucoup de place. Ça, c'est un projet qu'on a avec une chaudière à bois un peu particulière qui produit de l'électricité, qui a un moteur Stirling intégré. C'est pour un site isolé. Un site isolé, on va faire le chauffage au granulé et en même temps, on va produire de l'électricité pour la maison. Donc, il y a les onduleurs et les batteries, parce qu'il y a aussi des panneaux solaires. Donc, on voit que le silo peut être dans une autre pièce, peut-être même un peu loin de la chaudière si nécessaire, si on ne trouve pas de la place immédiatement à côté de la chaudière. Le conduit de fumée. Et puis, non, ça c'est juste une image pour dire que on est en train d'installer dans la dernière, ce qui semblerait être la dernière ferme de Paris intramuros, la ferme de Montsouris. On est en train d'installer une chaudière granulée là-bas. Ben voilà, j'en ai fini de ma présentation. J'espère ne rien avoir oublié, ni n'avoir été trop bavard. Je peux répondre à vos questions si vous voulez. Alors peut-être, déjà merci beaucoup, hein, parce que c'est une présentation très intéressante. Et puis on voit qu'il y a plein de belles réalisations et plein de beaux projets au bout. Peut-être avant de prendre les questions, je vais simplement faire un petit point rapide sur les aides financières, mais je vais rester très léger, hein, sachant que c'est beaucoup de cas particuliers en fait au moment de demander les aides. Simplement, donc vous avez différentes aides qui sont à votre disposition. Voilà, on a essayé de toutes les rassembler sur ce schéma. Donc vous avez des aides qui sont disponibles pour tous les ménages, d'autres qui sont uniquement accessibles sous conditions de ressources, voilà, donc comme ma prime rénov ou le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Dans les aides accessibles à tous les ménages, vous avez notamment le fonds Airbois qui est mis en place par l'Île-de-France, la région Île-de-France, donc qui vise à proposer aux ménages ayant un chauffage principal au bois avec un équipement datant d'avant 2002 de remplacer cet appareil, et ce notamment, donc d'où le nom Airbois, pour limiter les émissions de particules fines en Île-de-France. Voilà. Vous avez également un autre mécanisme de financement accessible à tous qui est les primes à la conversion des chaudières. Donc vous retrouvez un simulateur sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. Je vous ai mis le lien dans les ressources en fin de présentation. Sachez simplement que ces deux aides ne sont pas cumulables. Donc voilà, quels que soient donc ces aides sont souvent cumulables au-delà de ces deux qui ne peuvent pas se cumuler. Vous aurez donc différents montants d'aides selon les aides consenties. Simplement, vous retrouverez deux critères d'éligibilité récurrents. Donc pour les équipements, on n'installe que des équipements performants, donc signalés par un label Flamme Verte 7 étoiles. J'ai vu qu'il y avait une petite question là-dessus. Je vais peut-être en profiter pour revenir dessus juste après. Et donc la deuxième condition, ça va être de faire installer cet appareil performant par un professionnel qualifié, donc labellisé RGE, reconnu garant de l'environnement, et notamment avec le Calibois, voilà, cette certification spécifique aux professionnels du bois énergie. Donc, si vous voulez plus d'informations, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone ou par email à conseil@alexki.org. Vous pouvez également prendre rendez-vous donc durant l'une de nos permanences, soit à Montigny-le-Bretonneux, soit lors de nos permanences délocalisées à Versailles, Rambouillet, pardon, ou au Ménil-Saint-Denis. Voilà. Et donc, pour maintenant laisser place aux questions, je vais peut-être, avant de rendre la parole à Monsieur Saval, répondre à cette question sur les autres étoiles du label Flamme Verte, en fait. Donc, si vous voulez, le nombre d'étoiles du label Flamme Verte correspond à un ratio entre efficacité énergétique
et émission de particules. Donc voilà, il y a différents niveaux de certification, de labellisation, pardon. Le niveau 7 étoiles est l'unique niveau accepté depuis le 1er janvier 2020. Voilà. Avant, on pouvait encore opter pour des appareils 6 ou 7 étoiles. Aujourd'hui, c'est plus que le 7 étoiles qui va être subventionné. Après, les appareils sont toujours en vente, hein, les autres appareils. Et donc, on a différentes questions, et notamment deux pour vous, Monsieur Saval. Est-il possible d'avoir des ruptures de stock de granulés? Et est-ce que le cours du granulé fluctue, comme le cours du fioul, par exemple? Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir des ruptures d'approvisionnement de granulés? Oui, enfin individuellement, c'est hélas parfois des pannes qu'on rencontre, c'est que nos clients n'ont pas forcément géré le remplissage. Ça peut arriver aussi en fuel. Des ruptures d'approvisionnement, si vous voulez dire national ou, euh, ou local, je n'en j'en ai connu une, je crois, c'était il y a 5-6 ans. C'est au moment où le granulé s'est envolé, ou une année où il a été vendu beaucoup de poêles à granulés. Et en septembre, les fournisseurs n'avaient pas vu le coup venir et se sont trouvés débordés. Et je crois qu'il y a eu un mois ou deux difficiles. Ça s'est jamais reproduit depuis. Maintenant, la filière s'organise vraiment. Enfin, si on en veut pour preuve que des gros opérateurs comme Total sont arrivés maintenant pour vendre du granulé. Sur la région parisienne, on a à peu près quatre grands fournisseurs de granulés, l'un dans l'Eure, l'autre dans l'Eure-et-Loire, l'autre en Seine-et-Marne. Le quatrième, je me souviens plus. Je pense qu'il est aussi en Eure-et-Loire. Donc il y a plus de problème de granulés. Après, c'est un petit peu comme le fuel si vous connaissez, c'est-à-dire que il vaut mieux éviter de se rappeler le 20 décembre qu'on n'a plus de granulés et qu'on va pas passer les fêtes, ça c'est sûr. Il vaut mieux s'organiser, mais en général, on commande une fois par an quand on a pu dimensionner le silo correctement. À partir de juin, souvent, on profite de l'été pour remplir le granulé. C'est là que c'est le plus intéressant. Pardon, j'ai déjà oublié la deuxième question. Non, non. Non. Voilà, ça, c'était sur la fluctuation du À la cours. fluctuation. Ouais. Alors, je les mettrai dans les ressources, peut-être. Je crois que vous aviez une page, Monsieur Orvet. Moi, j'en ai une aussi qui compare la fluctuation des cours. Donc, non, on est sur un prix très stable depuis même 15 ans, je crois. On est arrivé à peu près à 310 euros la tonne aujourd'hui, alors qu'il y a 15 ans, on était à 250 euros de la tonne. Donc, on a une évolution très très lente du coût du granulé. Ouais, on n'est pas sur le cours on n'est pas sur le cours du fuel, on n'est pas lié au cours du fuel. Peut-être qu'un jour on y viendra quand il y aura beaucoup de granulés et que le cours du granulaire aura une influence sur le cours du fuel, mais on n'en est pas là aujourd'hui. D'accord, merci. Il y a une petite question sur les rendements, peut-être que enfin, c'est Oui. peut-être un peu technique, je ne sais pas s'il faut. Non, justement, j'allais y venir. Je vois qu'il y a plusieurs questions techniques qui commencent à arriver. Peut-être qu'on peut commencer par le rendement, effectivement. Ouais, je vois un de vos auditeurs qui parle du rendement d'une PAC. Alors, quand j'ai parlé quand on parle de rendement d'un appareil, et notamment celui qui donne son nombre d'étoiles, qui donne sa qualité, c'est bien l'énergie produite par l'appareil, l'énergie de chauffage produite par l'appareil par rapport à l'énergie apportée par le combustible. Donc évidemment, avec un poêle à bois, on dépassera jamais 100% de rendement. Quand on compare à une PAC, effectivement, on dépasse 100% de rendement parce que si on amène 1 kWh d'électricité, on va faire 2 kWh de chauffage, voire 3. Et si on est en PAC géothermique, par exemple, avec des planchers chauffants, on peut arriver jusqu'à 5, 6. Donc on a des rendements théoriquement de 500%, 600%. Donc il faut faire attention aux rendements quand on les compare. C'est pour ça que je vous ai le premier slide que j'ai fait sur les coûts du combustible. J'ai placé par exemple la géothermie, mais on aurait pu placer aussi des pompes à chaleur RO avec des coûts de combustible aux alentours de 4, 5, 6 centimes d'euros.
C'est-à-dire qu'en fait, on est 3 fois plus économique que l'électricité quand on a un COP de 3 ou un rendement de 300% en pack. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, j'ai fait un petit éclairage sur le rendement. Ouais, c'était plus une interpellation qu'une question de ce que j'avais vu. Là, je vois qu'on a une question pareil pendant qu'on est sur les questions techniques. Olivier Daudet, qui nous dit qu'il avait compris que les chaudières écogénératrices avec moteur Stirling étaient très compliquées en maintenance. Est-ce encore le cas? Ah oui, enfin oui, je vais être transparent, hein. On en installe 2 cette année. Ça va être pour moi les 2 premières, et pour Ecofun, je pense que c'est sans doute pas les premières en France, mais c'est bon, c'est des installations pilotes. C'est des installations pilotes, mais Ecofun, qui est un constructeur autrichien, en a déjà plusieurs qui fonctionnent en Autriche, qui fonctionnent bien. Donc c'est sûr que c'est des produits un peu sophistiqués, hein. C'est un moteur Stirling, euh, mais ça marche et voilà. Je vous en dirai pas plus, je vous en reparlerai peut-être dans un an ou deux, mais enfin pour que Fun se lance dans la vente grand public, c'est qu'ils ont éprouvé le système, ça c'est sûr, parce que ils n'ont pas envie du tout de ternir leur image pour un produit niche, en fait. Effectivement. Alors merci pour cette réponse. Alors là, on a encore donc quelques questions. Donc on a Jean-Jacques Fulgoni qui nous demande est-ce intéressant d'ajouter un poêle à granulés à une installation chaudière gaz de plus de 15 ans ou est-ce préférable de changer la chaudière à gaz directement? Alors là, je vais faire comme les médecins, c'est difficile de faire la préconisation sans en connaître plus. On peut installer un pôle à granulés sur une chaudière gaz de plus de 15 ans. Après, si l'optique c'est un jour de passer à une chaudière à granulés, c'est peut-être dommage. Si c'est parce qu'on manque de place, parce que si un jour on remplace par une autre chaudière gaz, une petite chaudière gaz, pourquoi pas? Les deux appareils sont indépendants. Donc oui, pourquoi pas. Et après 15 ans pour une chaudière gaz, ça dépend aussi de la matière, de, du, pardon, de la marque de la chaudière, puisque une chaudière gaz, parfois à 15 ans, elle est simplement à la moitié de sa vie, si c'est une chaudière robuste. Euh, et puis il faut aussi voir que si vous avez un poêle à granulés, que vous arrivez à bien entretenir, alimenter et qui chauffe une grande partie de la maison, votre chaudière gaz, elle va se reposer. Donc oui, oui c'est une idée. Après, faut voir dans le détail. Ça me permet de faire la transition avec la question suivante qui est donc Sonia Ebreuil qui demande quel est le coût d'une visite à domicile pour des conseils sur la possibilité d'installation d'une chaudière à granulés. Donc avant de vous laisser répondre, simplement je voulais aussi préciser donc que vous pouvez à tout moment nous contacter voilà, pour un conseil gratuit, neutre et indépendant sur ces questions-là. N'hésitez pas. Et donc je vous rends la parole, monsieur. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe avec l'ALEC. Les gens vous contactent directement, et puis après, quand ils ont conseillé un peu le client, nous les dirigent. Mais oui, le conseil, il est gratuit, neutre et indépendant. J'ai plus de mal à le dire, mais assez neutre. Mais oui, oui, c'est gratuit, sous réserve que vous habitiez pas trop loin. Alors, ce qu'on fait quand même beaucoup depuis le Covid, où on a été bloqué, et là, la reprise où on est très chargé, c'est que avec une discussion au téléphone, des photos, voire des séances vidéo, on peut regarder la faisabilité et on peut établir des devis avant même de faire une visite technique. Une visite technique qui sera de toute façon incontournable avant de signer le devis, puisqu'il faut qu'on valide les derniers détails, mais avec les photos et un bon entretien au téléphone, avec notamment les factures de combustible, l'isolation de la maison et des photos de la chaufferie et des conduits, on peut, on peut déjà bien dégrossir le sujet. Bah, merci bien. Et alors là, on a encore donc une question sur les appareils, et puis après, on a une question plutôt sur le combustible bois. Sur l'appareil, on a Patrick Blanc qui demande existe-t-il des poêles mixtes bûches granulées? Et donc voilà, il lui semble en avoir entendu parler, mais il n'est plus sûr de ses sources.
Oui, oui, tout à fait, ça existe. Moi, personnellement, j'en ai jamais posé. Euh, euh, peut-être parce que bon, il n'y a pas beaucoup de demandes, il y a un peu de demandes, mais enfin, c'est pas bien. Mais moi, en général, je décourage le client de le faire. Je dis pas que ça marche pas, mais c'est des systèmes compliqués. Et vous savez que nous, les installateurs, les chauffagistes, on aime bien des systèmes qui sont largement vendus, qui existent à beaucoup d'endroits pour comme ça on est sûr de pouvoir les maintenir dans le temps, qu'on aura les pièces, etc. Mais ça existe, ça existe. Si c'est vraiment un besoin euh, important, on peut regarder ce qui est faisable. Parce il y a des grandes marques de poêles à granulés, comme Palazzetti, Edilcamine, etc., qui font des poêles mixtes. Merci beaucoup. Et puis alors là, on a donc Patrick Chombard qui demande quelles sont les régions françaises qui fournissent du bois. Est-ce que la ressource est sous-utilisée? Quelle est la tendance compte tenu de l'installation des poêles et chaudières à bois qui va en augmentant? Alors, je suis pas un grand spécialiste de la filière bois. Ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de notre du bois qui est brûlé en région parisienne, il vient de Bourgogne. Après, je sais que les fournisseurs de granulés commencent à s'approvisionner à l'étranger. Récemment, j'ai vu une livraison chez un client par un fournisseur local avec des granulés qui venaient du Portugal. Euh, Est-ce que la ressource est sous-utilisée? euh, je vais avoir du mal à vraiment répondre à cette question parce qu'en fait, à l'origine, le granulé, c'est un sous-produit de l'industrie du bois, de l'industrie de transformation du bois, des scieries et des menuiseries. Et puis, l'activité de scierie et de menuiserie en France, je pense, c'est très largement effondré. Donc, ça devient maintenant un produit spécifique. On fait pousser du bois spécialement pour ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de risque, si la filière arrive à s'organiser, de production. Puisque souvent, quand on pose des chauffages granulés, souvent on remplace des chauffages bois existants. Et on en a parlé tout à l'heure sur les rendements. Euh, en gros, on divise par 5 la consommation. Donc en diminuant le nombre de cheminées ouvertes ou de foyers fermés de mauvaise qualité, on couvre une large demande de granulés. Après, évidemment, je pense on pourra pas chauffer une majorité des Français au granulé, ni une grande proportion. Ça restera toujours, à mon avis, quelque chose de l'ordre d'une dizaine de pourcents. Très bien. Bon, après, voilà, c'est des combustibles qui sont aussi utilisés pour du chauffage collectif. Là, on a des filières un petit peu plus locales aussi pour tout ce qui peut être des bâtiments des bâtiments publics, pardon. Ouais, avec du chauffage à Vous avez plaquettes de bois, ouais, ça c'est souvent beaucoup plus local. également, ouais. Ouais. Exactement. Donc là, je sais qu'il y a quelques initiatives locales, là, notamment du côté du parc naturel régional. Là, je vois qu'on a alors une dernière question d'Olivier Daudet. Ayant un projet en province de rénovation, est-il possible d'avoir des conseils auprès de l'Alexki ou est-il préférable de contacter les agences locales ou les deux? Alors, non, normalement, vous êtes censé contacter le conseiller FR de votre territoire. Donc, pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur fer.gouv.fr et vous avez une rubrique Trouver mon conseiller FR et vous trouverez donc l'équivalent de l'Alexki sur votre territoire. Voilà, vous aurez un conseil de qualité, neutre, gratuit et indépendant. Voilà. Mais vous pouvez néanmoins accéder à nos webinaires qui seront mis en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. S'il y en a, c'est peut-être le moment de se manifester. Sinon, on est à pile 1 heure de présentation. Donc voilà, je vous laisse une petite minute et puis sinon, on va clore ici. Alors, je vois que Olivier Daudet écrit encore.
Alors merci, merci d'avoir pris le temps d'y assister. Et alors, on a Patrick Chombard qui nous demande sur quel territoire nous intervenons. Donc, comme je vous le disais au début, l'Alexki intervient sur le sud d'Yvelines, donc sur Saint-Quentin en Yvelines, le PNR de la Haute-Vallée de Chevreuse, Versailles Grand Parc et Rambouillet Territoire. Voilà. Et Cœur d'Yvelines également. Voilà. Je crois que c'en est tout pour les questions. Je vois qu'il y a encore des personnes en train d'écrire. Oui, alors Essart-le-Roi sera dans la zone que nous couvrons. Mais pour toutes ces précisions-là, je vous invite à vous rendre sur fer.gouv.fr. Voilà. On va, on va clôturer ici. Donc, encore une fois, vous pouvez nous contacter directement par téléphone si vous avez des questions. Et puis, merci beaucoup, Monsieur Saval, d'avoir pris le temps de vous rendre disponible pour répondre aux questions du public. C'est un plaisir. Euh, Merci à vous, Monsieur Bordet. Merci à tous les auditeurs. et puis, à bientôt pour d'autres apéros webinaires ou apéros rénaux selon voilà, l'évolution de la situation sanitaire en France. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.